Alors, sur cet article 101, amendement de suppression de l'article 783 n'est pas défendu. Le 1317, Madame Attard. Oui, puisque cet article vise à simplifier les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, il suscite de grosses inquiétudes quant à l'obligation de formation, adaptation et de reclassement des salariés. C'est pour cette raison que nous demandons la suppression pure et simple de cet article. Merci. Le 2039 n'est pas défendu. Le 2183, Madame Fraisse. Oui, cet amendement est important. Je vous propose de vous prononcer dessus par scrutin public. Cet article, c'est un amendement de suppression de l'article 101. Pourquoi ? Cet article 101 pose au moins deux problèmes. D'une part, il dédouane totalement le groupe en cas de plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Et d'autre part, il ouvre la porte à des risques de fraude. Concernant le plan de sauvegarde de l'emploi, qui s'applique quand une entreprise est en liquidation ou en redressement, le caractère suffisant ou non des mesures contenues dans le PSE s'apprécie actuellement au regard des moyens de l'ensemble des entreprises du groupe dans la législation actuelle. Avec cet article, le contenu du PSE ne s'appréciera plus qu'au regard des moyens de la seule entreprise concernée, ce qui se traduira évidemment par moins de moyens pour le PSE, puisque par définition, l'entreprise est en difficulté financière aiguë et ne sera donc pas en capacité d'abonder correctement le PSE. Encore une mesure qui va desservir. Ça va peut-être faciliter quelque chose, mais ça va desservir les salariés. L'argument que vous avancez, selon lequel cette obligation serait inopérante puisque l'administrateur liquidateur n'a pas les moyens légaux d'obliger la maison mère à financer le PSE, ne tient pas. D'abord parce que si c'est ça le problème, on peut se demander pourquoi vous n'inscrivez pas dans la loi les moyens légaux de cette obligation qui manque. Ensuite, en tout état de cause, même si cette obligation est peu appliquée, pourquoi voulez-vous la supprimer, du moins supprimer dans la loi, cette possibilité ? Donc, vraiment, je ne suis pas convaincue. Enfin, parce que le dédouanement complet du groupe accentue le risque de fraude, et c'est le deuxième problème. En effet, l'expérience nous prouve que l'entreprise mère peut être tentée d'organiser les difficultés financières d'une de ses filiales pour s'en débarrasser, ce que favorise cet article 101 en libérant le groupe de toute obligation à l'égard de l'entreprise en matière de licenciement économique. Alors que la jurisprudence est de plus en plus ouverte à la recherche de comportements délictueux de la part des sociétés mères, ce dont nous nous félicitons, non seulement vous ne la confortez pas, mais en déresponsabilisant le groupe, vous encouragez la fraude. Le rôle de notre gouvernement et du Parlement devrait être, au contraire, d'affirmer davantage la responsabilité du groupe et de créer une obligation pour le groupe en bonne santé financière, d'abonder le PSE pour que l'administrateur liquidateur ait les moyens de contraindre la maison mère à le faire. Cet article, je le répète, une fois de plus, comme beaucoup d'autres, n'est là que pour servir les intérêts du patronat au détriment des salariés victimes de licenciements. C'est pourquoi nous demandons sa suppression. Et encore une fois, ce n'est pas un procès d'intention que je fais, c'est un constat. Merci Madame Fraisse. Sur le vote de l'amendement 2183 et des amendements de suppression, je suis donc saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Le 2776 n'est pas défendu. Le 2851, Madame Carré-Comte.
Oui, merci Monsieur le Président. Je vais également défendre un amendement de suppression, puisque je partage l'analyse qui dit que cet article me semble extrêmement problématique, car allant dans le sens d'une moindre protection des salariés et d'une facilitation des licenciements dans le cas d'entreprises en situation de redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Il est vrai, ça a été rappelé par Madame Fraisse à l'instant, qu'on fait face aujourd'hui à une difficulté dans les procédures, puisque en cas de situation de liquidation judiciaire, redressement judiciaire dans une filiale, il y a en effet une impuissance de l'autorité administrative qui n'a pas les moyens de contraindre le groupe auquel appartient la filiale à proportionner le PSE au regard des moyens du dit groupe. L'autorité administrative peut simplement refuser l'homologation en provoquant alors dans ce cas une situation de blocage. Mais pour déjouer cette situation, il me semble qu'il y avait deux options possibles. La première, c'est malheureusement celle qui est choisie ici, c'est de décider de régler le problème en changeant la règle, à savoir, on décide que le groupe n'est plus tenu de proportionner le plan de sauvegarde de l'emploi à ses moyens, on acte la situation actuelle, qui est une situation, ça a été rappelé, d'exonération des responsabilités des groupes. La deuxième solution aurait été de chercher les moyens de faire l'inverse, à savoir créer les moyens d'une action contre les sociétés qui ne fournissent pas les moyens de mettre en place des PSE proportionnés. Malheureusement, encore une fois, c'est la première option qui est aujourd'hui choisie, et c'est pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans un sens qui n'est pas favorable aux salariés, d'une part parce qu'on risque d'avoir très concrètement des PSE moins favorables et moins bien financés, donc moins bien favorables aux salariés, et puis surtout parce que je crois vraiment qu'on crée avec cet article un mécanisme d'incitation pour que les groupes organisent eux-mêmes artificiellement la liquidation ou le redressement judiciaire de filiales. Et je crois que là, on rentre dans un mécanisme d'incitation au dépôt de bilan qui me semble extrêmement problématique pour l'avenir. Et je crois qu'on est en train de créer des précédents extrêmement dommageables. Et encore une fois, ce qui est reproché, c'est que face à une difficulté que tout le monde reconnaît, ce qui est choisi aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à améliorer la situation en créant des droits nouveaux et une protection nouvelle des salariés, mais en actant une forme de, à mon sens, fuite en avant, qui, je crois, aura des conséquences, encore une fois, dommageables pour l'avenir. Alors, monsieur le rapporteur, est-ce que vous voulez bien donner votre avis? Je précise, pour pas qu'il y ait... normalement, c'est vrai qu'il y a un amendement de la commission, mais comme les présidents de groupe n'ont pas demandé de temps supplémentaire, je ne peux pas en accorder. Donc, monsieur Robillard, vous avez la parole. Allez-y. Alors, j'espère que je vais être clair, tout simplement parce qu'à cette heure-ci, c'est pas si simple d'être clair sur des sujets complexes. Bon. Moi, je propose de partir de l'état du droit actuel, parce que Madame Carré-Comte ou Madame Fraisse me disent et ne me disent pas qu'on supprimerait une obligation du groupe. Or, on ne supprime que ce qui existe. Et aujourd'hui, le groupe n'a pas d'obligation. On en est d'accord. Le groupe n'a pas d'obligation. La Cour de cassation, c'est parce que la règle est prétorienne, elle est d'origine jurisprudentielle. La Cour de cassation dit que la société, dans tous les cas de figure, tout plan de sauvegarde de l'emploi doit, pour une entreprise qui appartient à un groupe, être établi en fonction des moyens du groupe. C'est ce que dit la Cour de cassation. Bon. Mais ce que ne dit pas la Cour de cassation, elle dit même le contraire, elle l'a dit de façon explicite, ça j'en suis certain, s'agissant de l'obligation de reclassement, ce qui pèse sur l'employeur ne pèse pas sur le groupe. Donc, elle définit une obligation qui pèse de l'employeur de construire son PSE avec les moyens du groupe, mais elle ne dit pas que le groupe est tenu d'abonder et de permettre d'abonder le plan et de permettre à l'employeur de satisfaire l'obligation qui pèse sur lui. Ça, c'est le droit aujourd'hui. Quand on est in bonis, c'est-à-dire qu'on n'est pas en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et même sous sauvegarde de justice. Sous sauvegarde, non, pardon. Quand on est in bonis, d'une certaine façon, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que ce que le groupe ne voudra pas donner à sa société, enfin à sa
sa fille ou sa filiale, il le paiera d'une façon ou d'une autre. Il le paiera parce que, puisque le groupe ne pourra pas établir son plan en fonction des moyens du groupe, il ne peut pas dépenser l'argent qu'il n'a pas, il s'expose à des recours, à des dommages et intérêts qui finiront par lui coûter plus cher que si le plan avait été construit avec les moyens du groupe. Ce sera donc une perte de rentabilité et donc une perte de possibilité pour le groupe d'avoir des dividendes ou des rémunérations d'une autre façon. Et puis c'est le risque également d'affaiblir une filiale, un membre du groupe. Le groupe, il prend ce risque, mais ça se paye dans le cadre du groupe tel qu'il vit, avec une société qui n'est pas en redressement ou liquidation judiciaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la société est en redressement judiciaire. Comme vous le savez, elle est sous administration judiciaire. Deux systèmes simplifiés, et dans ce cas-là, c'est l'employeur lui-même qui va faire le PSE, et sinon, il y a un administrateur, et c'est l'administrateur qui va faire le plan de sauvegarde de l'emploi. Et puis, si les choses se passent mal, l'employeur sera mis en liquidation judiciaire, et là, il y aura un liquidateur, et c'est le liquidateur qui construira le plan de sauvegarde de l'emploi. L'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, quelle que soit la situation, il a la possibilité de demander au groupe d'abonder le plan, de demander les moyens du groupe. Mais il a la possibilité de le faire et j'ai déposé un amendement de façon à ce qu'il le fasse, pour que les choses soient... Bon, moi je pense que... Moi, je n'ai pas d'inconvénient à ce qu'on fasse la procédure jusqu'au bout, hein, c'est 10 minutes. Hein. Bon, c'est 10 minutes le temps. Bon, donc, je vais au bout... Monsieur Paul, si vous me permettez, on peut en discuter après, mais je vais au bout de la... Enfin, c'est pas si simple, donc je voudrais ne pas me perdre trop dans le raisonnement. Donc, mais je ne doute pas que vous ayez travaillé le texte, et moi non plus. Bon. Donc j'en étais que l'administrateur, l'entreprise elle-même en redressement ou le liquidateur peut demander au groupe, mais il ne peut rien exiger. Il ne peut rien exiger. Aujourd'hui. Hein. Donc, le raisonnement du gouvernement, c'est qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation où le mandataire, enfin, le professionnel, l'organe de la procédure, où l'employeur doit établir un plan, il n'a pas accès aux moyens et il n'est pas une bonus. Donc, il va établir nécessairement un plan en fonction de ses seuls moyens, et comme vous l'avez dit, ces moyens seront faibles. Et il faut bien savoir qu'il ne peut pas aller au-delà des moyens dont il dispose, parce que les indemnités supralégales, elles ne sont pas couvertes par l'AGS. Donc il ne peut même pas penser que s'il va au-delà de ses moyens, ce sera couvert par l'assurance générale des salariés. De ce point de vue, je vous renvoie très précisément à l'article L. 3253-13 du Code du travail, il ne peut pas y aller. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un plan en fonction des moyens qu'il a et pas en fonction de ce qu'il devrait considérer. S'il y a un recours, puisqu'il aura fait son plan en fonction non pas des moyens du groupe mais des moyens de l'entreprise, normalement il va perdre. Et donc il y aura des dommages et intérêts. Et à supposer que le redressement judiciaire ait pu se conclure de façon positive, il se conclura de façon négative au regard de la lourdeur des dommages et intérêts qui seront exposés. Bon, voilà la situation. Raisonnement du gouvernement. Le gouvernement me dira si j'ai bien compris ce qu'il faisait. On ne peut pas laisser ça se perpétuer. Et par conséquent, il faut qu'on déconnecte. Quand l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il faut que le plan n'ait à être monté qu'en fonction des moyens de l'entreprise et pas en fonction des moyens du groupe. C'est c'est le sens de ce qui nous est proposé. La deuxième chose qui était proposée, c'est que le même raisonnement s'appliquait à l'obligation de reclassement. Vous avez vu que comme, moi j'ai soutenu que c'est pas parce que l'employeur était en redressement judiciaire que sa mère et ses sœurs n'étaient pas en capacité de proposer des offres de reclassement, et par conséquent on a supprimé cette deuxième règle et il ne reste plus que le plan de sauvegarde de l'emploi, sachant que l'obligation de reclassement fait partie du plan de sauvegarde de l'emploi et que de ce point de vue, une modification importante est d'ores et déjà
intervenu. L'amendement que je propose obligera, avec une simple obligation de moyens, parce que je ne peux pas contraindre, je ne peux pas édicter une obligation de résultat, alors que je n'ai pas le chemin juridique pour contraindre le groupe à payer. L'amendement que je propose contraindra l'entreprise, si on est en redressement judiciaire simplifié, l'administrateur, redressement judiciaire, ou le liquidateur, en liquidation judiciaire, à aller chercher les moyens du groupe. Est-ce qu'il les trouvera, est-ce qu'il ne les trouvera pas? S'il ne les trouve pas, il n'aura d'autre solution que de construire avec les moyens de l'entreprise. Alors, la question, c'est, est-ce que, première question, on pouvait faire autrement? Deuxième question, est-ce que ça ouvre ou pas la possibilité à de la fraude, comme vous me l'avez dit, me semble-t-il, et Mme Fraisse et Mme Carré-Comte. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher, enfin contraindre le groupe? C'est poser la question de la responsabilité du groupe. Première possibilité, je recherche la responsabilité au niveau de l'actionnaire. Tout le droit des sociétés, s'agissant des sociétés les plus classiques, sociétés anonymes, SAS, pas si classique que ça, SARL, font que la responsabilité de l'actionnaire se limite à la perte de ses actions, de la valeur de ses actions. C'est lui qui sera remboursé en cas de liquidation en dernier, mais ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas par le droit des sociétés que je vais pouvoir trouver une solution. On pourrait changer la règle et indiquer que les actionnaires, désormais, à l'avenir, seront responsables. Mais je pense que ça aurait des effets extrêmement lourds sur la structuration même de notre propre économie et des effets terribles au niveau international. Et par conséquent, je ne suis pas, pour ma part, je ne pense pas que ce soit une solution vers laquelle on puisse s'orienter. Deuxième possibilité, on trouve dans la nature du groupe des systèmes qui permettent d'accrocher la responsabilité du groupe. Aujourd'hui, c'est le cas avec ce qu'on appelle la théorie du co-emploi. Qu'est-ce que c'est que le co-emploi? La théorie du co-emploi, je vous donne, à partir d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011, dans une affaire Metal Europe, et c'est une théorie qui est assez ancienne, je renvoie à un professeur qui s'appelle Isabelle Vaccari, qui disait que soit il y avait un lien de subordination avec la mère, soit il existe une confusion d'activités, de direction et d'intérêt entre plusieurs sociétés qui font que, en fait, sans le savoir nécessairement, puisque vous pensez que votre employeur est celui qui vous fait votre fiche de paye, mais vous avez comme autre employeur la mère, par exemple, dans un groupe capitalistique. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher les moyens du groupe, puisque les moyens de l'employeur sont les moyens du groupe. Bon. Donc, dans la théorie juridique telle qu'elle est aujourd'hui, mais à condition de l'établir, vous pouvez accrocher la responsabilité du groupe par ce mécanisme-là, mais qui suppose une véritable intégration, parce que la Cour de cassation, dans l'affaire Molex, est quand même venue dire, et c'est tout récent, puisque c'est du 2 juillet 2014, que la coordination des actions économiques entre sociétés d'un même groupe et l'état de domination d'une société sur les autres n'impliquait pas nécessairement qu'il y ait co-emploi. Donc il y a la théorie, mais c'est une théorie limitée qui est celle du co-emploi. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Mais peut-être que s'il fallait aller au-delà, j'aurais des amendements qui me proposeraient la règle, et qui me proposeraient une règle qui soit compatible avec les exigences de l'économie. Mais si. Bon, donc voilà pourquoi on n'a pas été plus loin. Maintenant, est-ce que j'augmente le risque de fraude? Mais pour que j'augmente le risque de fraude, il faudrait que vous me démontriez que je supprime quelque chose qui existe. Or, vous ne niez pas que l'obligation du groupe n'existe pas. Je ne la supprime donc pas. Puisque je ne la supprime pas, je ne peux pas augmenter le risque de fraude. Et je dirais une dernière chose. Je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà des groupes qui font ces calculs-là, il y a déjà des groupes qui déposent le bilan d'une de leurs filiales ou qui contraignent leur filiale à déposer le bilan. Je sais que le mécanisme existe aujourd'hui, en termes de responsabilité délictuelle, l'article 1382 du Code civil, qui permet d'accrocher leur responsabilité. Et j'ai cité devant la Commission un arrêt très récent de la Cour de cassation qui est du 8 juillet 2014 sur ce point. Donc ce chemin, il existe et la prévention, elle existe. Et il y a un autre chemin de prévention qui est, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une procédure collective?
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être devant un tribunal de commerce avec un administrateur qui peut ordonner une expertise et qui peut aller chercher les responsabilités, examiner les flux financiers entre la mère et la fille, voir ce qui a été normal, anormal, les actes anormaux de gestion, etc. Ce système de responsabilité qui existe, c'est la meilleure prévention qui existe à la fraude. Voilà pourquoi je dis qu'on ne pouvait pas, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé comment aller plus loin. Et je ne supprime rien, cet article ne supprime rien qui n'existe pas. Qui existerait. Monsieur le ministre, bien, alors, je vous demande de regagner vos places. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur les amendements de suppression. Monsieur Richard. Président, merci. C'est pas un petit sujet, hein. Non, parce qu'il a beau être 5h20 du matin. Allez-y, allez-y. Attendez, d'abord, je voudrais signaler que le groupe socialiste n'a pas demandé son temps de parole pour s'exprimer sur ce texte. Et je vois notre collègue qui le regrette. Je le regrette comme lui. Monsieur le Président, Bon, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Non, je trouve dommage parce que c'est un gros sujet. C'est pas un petit sujet. Monsieur Richard. Si vous voulez qu'on fasse ça à la va-vite, à 5h du matin, en considérant que ce n'est pas un petit sujet, c'est votre problème. Non, je vais vous dire ce que j'en pense, chers collègues. Monsieur Richard. Je n'ai pas le sujet, je vois pas le rapport, chers collègues. Monsieur Richard. Je vois pas le rapport. C'est un sujet très important. Très important. Et vos collègues ne sont pas obligatoirement d'accord avec vous. Allez, voilà. Allez, monsieur Richard. On va proportionner le PSE en fonction des moyens de l'entreprise. Donc si ça ne vous pose pas de problème à gauche, ben moi ça m'en pose un. Voilà. Et je voterai l'amendement de suppression. Alors, monsieur Richard, franchement, on est à 1h. Non mais, attendez, que chacun gère son temps et ça facilitera les choses. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements de suppression. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Ah, maintenant, j'ai lancé le scrutin, c'est plus possible. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant, voici le résultat du scrutin. Votant 34, suffrage exprimé 34, majorité absolue 18 pour 10, contre 24. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en venons maintenant à l'amendement 3291 qu'a largement expliqué le rapporteur. Monsieur le ministre, favorable? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Il est adopté. Pardon. Il y a un sous-amendement de Madame Capdevielle. Mais comme je ne la voyais pas... Ah, la voilà, pardon. Donc qui permet donc de compléter l'amendement de Monsieur le rapporteur en l'étendant donc à l'administrateur et au liquidateur. Voilà, donc maintenant nous avons le sous-amendement sur lequel je vous demande de voter. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Et maintenant, je vous demande de voter l'amendement ainsi sous-amendé. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Le 2926 n'est pas défendu. Et le 2754, monsieur le rapporteur. Rédactionnel? Avis favorable du gouvernement? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Je mets l'ensemble de l'article 101 ainsi amendé aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Il me faudrait un